Bienvenue au Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Encore cette semaine, on vous présente des reportages qui proviennent des 4 coins du Québec. Au sommaire. Dans le projet du parc éolien de Brockton, l'Union des producteurs agricoles demande que les terres cultivées et les érablières soient préservées. À Grande-Rivière, la nouvelle caserne 64 fait la fierté de la municipalité. L'Union des producteurs agricoles à 100 ans et à Sainte-Luce, la présidente de l'UPA du Bas-Saint-Laurent nous parle des défis des prochaines années. À la Malbaie, retour sur une exposition qui fut consacrée à Brian Mulroney et à son œuvre à titre de député de Charlevoix. À Forestville, la finale locale du concours secondaire en spectacle a couronné un jeune et talentueux pianiste. La Fondation de la rivière Bonaventure vous invite à deviner à quel moment les glaces emporteront une œuvre d'art éphémère. À Vaudreuil-Dorion, c'est l'événement Feu et flocons. À Saint-Gabriel, la 29e édition du championnat jeunesse NORAM accueille plus de 400 jeunes athlètes du Québec, des Maritimes et de l'Ontario. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre à Gaspé, où le maire de Gaspé, Daniel Côté, lance un cri d'alarme face à la crise que traverse l'industrie de la pêche. On parle de faillite massive et de perte d'emplois. Télé Gaspé y était. Gens des médias, gens de l'industrie, messieurs Bernatchez, partenaires de l'industrie, merci d'être là pour cette mise à jour du périlleux dossier des pêches. Depuis quelques années, vous le savez, avec les changements climatiques, on voit poindre des signaux alarmants sur l'état du golfe Saint-Laurent, sur la migration des espèces. Entre autres, depuis au moins 5 ans, on voit le sébasse revenir en force, avalant nos précieuses crevettes. Depuis 5 ans, les scientifiques et les pêcheurs tiraient des clochettes d'alarme, tranquillement pas vite, témoignaient de faits éloquents, espéraient que des gestes appropriés puissent être posés pour aider à rééquilibrer la nature. Une vraie pêche au sébaste aurait peut-être donné un coup de pouce à la crevette. On aurait tranquillement pu aussi développer les marchés, notre capacité de capture, notre capacité de transformation. Bien, l'été passé, la clochette d'alarme qui tintait depuis une couple d'années est devenue une grosse sonnette d'alarme. Puis aujourd'hui, est devenue un énorme criard d'alarme. On ne peut pas refaire le passé. Ce qui a été fait est fait, le mal est fait. Mais encore une fois, il a fallu sortir les criards pour que ça commence à bouger. Ça a bougé trop timidement pour le moment. On le sait, dans l'état actuel des choses, s'il n'y a rien qui change, il n'y a personne qui va aller à pêche, à perte. Il n'y a personne qui va transformer du poisson à perte non plus. Puis à la solde, c'est autour de 1000 travailleurs, 1000 personnes d'ici qui sont sur la sellette. Puis je parle juste des gens du Grand Gaspé. Si c'était une usine de 1000 jobs qui fermait demain matin, les ministres se garocheraient ici pour venir nous aider, venir nous annoncer des trucs. Mais quand ce sont 30 ou 40 PME qui souffrent, ça semble moins urgent. Certains évoquent même la faute des pêcheurs. Ils disent « Ah, c'est peut-être parce qu'ils ont trop pêché. » Bien non, les pêcheurs, ce sont des exécutants. C'est pas eux autres qui décident des quotas. Bien, quand le gouvernement leur dit « Prenez un quota », bien, ils vont aller le prendre. Puis quand le gouvernement les consulte, il faudra peut-être qu'ils commencent à les écouter aussi. Parce que ça fait 5 ans qu'ils le disent que le problème s'en vient, mais ils n'ont pas été écoutés. Et pourquoi les pêcheurs se seraient privés de leur gagne-pain sans compensation? Puis pourquoi y aurait-il laissé la crevette à la mer à part pour faire grossir le sébasse? Ce sont quand même pas les pêcheurs qui dictent les quotas, puis encore moins eux qui autorisent les gros bateaux-usines à revenir dans le golfe. Et pour atténuer la crise, il y a des solutions qui existent. Il n'y a aucune solution de parfaite. Souvent, il y en a qui pensent une baguette magique, tout va se régler. Ben non. Ça prend d'abord un minimum de bonne volonté, puis ensuite un cumul de solutions, adaptées à chacune des réalités pour mettre un baume sur cette plaie béante. Racheter quelques permis, convertir d'autres permis vers des espèces plus abondantes. Peut-être revoir le partage des quotas pour favoriser la flottille qui est en péril actuellement. Peut-être compenser les travailleurs, le temps de passer à travers la crise. Au moins éviter que du monde perde leur maison, ce serait le minimum.
Aujourd'hui, ce matin, 7 heures du matin, on recevait un communiqué de presse du ministre québécois des Pêches qui sortait une nouvelle mesure en partenariat avec le MEIE, autour de 600 000 $ à 2 ministères. Alors, on accueille ça positivement, évidemment. Il y a quelques semaines, Développement économique Canada aussi annonçait un peu plus de 400 000 $ en accompagnement d'entreprises. Ça aussi, on accueille ça positivement. C'est pas mauvais. Notre MRC, malgré qu'elle est peu fortunée, on a sorti au-dessus de 200 000 $ à date de nos coffres pour accompagner l'industrie. Mais évidemment, la MRC n'a pas les moyens de Québec et d'Ottawa là, pour régler une crise dans laquelle, je pense, ce sont des mauvaises décisions prises par Ottawa qui nous ont plongés. Mais on va essayer quand même d'apporter un peu de baume sur la plaie. En tout, là, quand je cumule ce que l'industrie a mis, ce que les gouvernements ont mis, ce que la MRC a mis, ce que les partenaires ont mis, ensemble, on est autour d'1,4 million de mis collectivement pour essayer de mettre un baume sur la plaie. Mais je sais que le problème est beaucoup plus profond qu'un problème de 1,4 million. Par contre, on continue de faire notre bout là-dedans. Donc, je veux remercier ce matin nos équipes et nos conseils à la Ville, à la MRC, de mettre le plus d'efforts que possible sur ce dossier-là. Je remercie les ténors de l'industrie aussi, Claudio, entre autres, de guider les troupes avec un bon leadership. Ne sous-estimons jamais le poids démocratique des médias. C'est le 4e pouvoir au pays. Puis je vais terminer à l'endroit des gens de l'industrie avec une phrase fétiche de Falardeau qui disait « Si tu t'écrases, ils vont te piler dessus. Si tu te tiens debout, ils vont t'haïr, mais ils vont t'appeler monsieur. » Sylvana Suarez de la télévision de l'Érable s'entretient avec le président de l'Union des producteurs agricoles de Chaudière-Appalaches, M. James Allen, au sujet du projet de développement du parc éolien de Brockton. Aujourd'hui, on va parler avec M. James Allen, il est président de la UPA pour la région de Chaudière-Appalaches. Bonjour, M. Allen. Bonjour. Bon, bienvenue à cette émission. On voudrait commencer pour savoir quelle est la position générale de la UPA à propos du projet de parc éolien Brockton. Bien, pour tous les projets éoliens, on n'est pas contre les projets éoliens. Ce qu'on demande au gouvernement, puis surtout à Hydro-Québec, c'est que les projets éoliens se fassent dans des boisés, là, parce qu'on veut qu'il soit aucun projet éolien en zone agricole cultivée et aucun projet éolien dans les érablières. On veut que ça soit ces deux parties-là, là, je vous dirais. On ne veut pas qu'il y ait aucune construction d'éoliennes sur des terres cultivées. D'accord. Alors, pour le moment, la posture, c'est un peu plus en attendant qu'est-ce qui se passe, qui s'en vienne, oui? Bien, avec tout ce qu'il va y avoir, bien là, il y a le projet de Saint-Pierre, dans la croix de Brockton, qui a été accepté. Là, après ça, ils vont passer à Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ. Fait que là, il va être accepté par là. C'est sûr que si la compagnie prévoit construire soit dans zone agricole cultivée ou dans une érablière, on va s'objecter, on va aller à une audience publique à CPTAQ pour s'objecter à ce qu'il y ait une construction dans ces zones-là. Là. Ce qu'on demande, c'est que ça soit réellement dans des zones, pas une érablière, mais dans un boisé là, qui n'a pas d'utilité. C'est pour ça qu'on veut qu'il soit là. Puis avec dans les terres cultivées, pourquoi pas dans les terres cultivées? Bien, on est rendu au Québec, on n'a même pas 2 % de nos terres qui sont cultivées. Fait il va falloir arrêter d'en perdre là, à un moment donné. D'accord. Et quel sera le rôle de la UPA dans le cadre des consultations avant que les projets avancent? Non, il n'y a eu aucune, pas celui-là. Il y a certaines compagnies qui nous ont approchés, des fois pour voir un peu l'intérêt de l'UPA ou bien pour, mettons, je dirais ça de même, enligner le projet. Mais dans le coin, dans le projet dans le coin de Brockton, il n'y a pas eu aucune. La compagnie ne nous a pas approchés pour nous demander où est-ce qui sera le mieux de construire les éoliennes. D'accord. Et bon, Hydro-Québec a imposé que les projets éoliens aient une acceptation sociale. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que le projet Brockton aura l'acceptation sociale des municipalités impliquées, comme les Saint-Pierre-de-Brockton et Sacré-Cœur de Jésus? On n'a fait aucun sondage de ce côté-là, nous autres, de notre côté. Je sais que les producteurs que j'ai rencontrés un peu, c'est partagé. Il y a des producteurs qui apprécieraient avoir des éoliennes un peu
sur un coin de le propriété. Il y en a d'autres qui ne veulent rien savoir, là, dépendamment. Je vous dirais un peu comme la société. Tu sais, il y a certaines. Dans la société, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et le monde agricole, c'est une société aussi en tant que telle. Là. Fait que, c'est partagé entre les deux. Et je sais qu'il y avait des producteurs, moi, qui. Tu sais, les producteurs, quand je parlais avec eux autres, la construction d'éoliennes n'était pas en terre cultivée et n'était pas dans un érablière non plus, là, ceux à qui j'ai parlé. C'est pour ça que c'est différent un peu aussi par rapport à ça. Là. Et est-ce qu'il y a des agriculteurs qui vous ont exprimé leurs préoccupations sur le projet? Oui, oui, il y a des producteurs. Puis question de toutes les fonctions aussi de comment il est situé loin de, je vous dirais, des maisons, là. Parce qu'il y a certains projets qu'il y a des producteurs qui m'ont signifié là, que l'éolienne n'est pas chez lui, elle est chez son voisin. Mais là, il hantait les éoliennes. Puis des fois, c'est des questions qu'on hantait jusqu'à combien de kilomètres, comme on l'entend, c'était l'éolienne tournée, ou parce qu'on a fait tout le temps, je dirais, une sorte de bruit là, quand la pale passe vis-à-vis du poteau. Fait que pour ce bout-là, c'est des questionnements qu'on a des producteurs. On n'est pas capable de répondre à ce questionnement-là. Et puis, c'est un peu comment un peu vivre aussi avec les éoliennes. Donc, c'est quoi que ça amène comme impact? Il y a ces questions-là, là, des fois, qu'on est obligé de répondre à nos producteurs. Et est-ce que vous prévoyez faire comme des campagnes de conscientisation sur les projets Broughton avant que les projets avancent? L'été passé, on a fait une rencontre de producteurs là, on a la chance de pouvoir réunir des producteurs de façon virtuelle depuis quelques années. Là. Fait qu'on on avait invité les producteurs, ceux qui avaient des questionnements. Puis on avait invité là, quelqu'un de la Confédération qui suit ça de près, les éoliennes au Québec, à venir faire une présentation puis voir les questionnements des producteurs. On a eu une bonne réponse là. Il y avait eu du monde qui avait assisté, qui avait des bonnes questions pour par après. Là, c'est tout de savoir si les éoliennes sont démantelées, que c'est qu'on arrive avec le bloc-là. Tu sais, des fois, des questions terre à terre, je dirais. Les producteurs voulaient avoir ces réponses-là là, avant de s'engager plus dans ce projet-là. Quelles sont les questions plus courantes, M. Allen? Pardon? Quelles sont les questions plus courantes de la part des agriculteurs? C'est toute question de tous les inconvénients que peut causer. Là. Ils ont-tu, par rapport aux éoliennes, aux fils, les fils vont-ils être enfouis? Tu sais, ces questions, réellement, là, comme je disais, c'est des questions terre à terre, voir un peu avec les éoliennes. C'est quoi les inconvénients? C'est quoi comment qu'on. C'est réellement ces questions-là que les producteurs nous posaient. D'accord. Jusqu'à un moment, est-ce que vous pensez que les propriétaires des terrains agricoles sont en faveur de ce projet? C'est comme je disais, là, on ne sonde pas les propriétaires. Réellement, nous autres, le contact qu'on a, c'est avec les producteurs agricoles. Fait que les producteurs qui sont propriétaires, dans la grande majorité, on est propriétaires de terrain. Là. Eux autres, dépendamment, c'est variable d'un à l'autre. Il y en a qui. Toutes les fonctions un peu, là. Je ne veux pas faire de l'âgisme, mais dépendamment un peu de l'âge des producteurs, fait qu'il est favorable un peu à cause des retombées économiques que ça peut avoir pour lui. Et dépendamment si oui ou non il y a une éolienne, fait que c'est variable d'un à l'autre. Moi, je trouve qu'il y a un peu le projet qui est beau dans le coin de Broughton. C'est les MRC sont actionnaires aussi, fait qu'il va y avoir des retombées plus en général et non juste à quelques personnes. Là. La retombée économique va être un peu plus grande. Ça, je trouve que c'est un bel avantage. D'accord. Monsieur Allen, merci beaucoup pour toute l'information que vous avez donnée aujourd'hui sur ces projets de turbines éoliennes. Merci beaucoup.
Thierry Haroun de la télévision du Rocher-Percé a pu visiter la nouvelle caserne de pompiers de Grande-Rivière. On écoute son reportage. Rares sont les fois qu'on a l'occasion de visiter une caserne de pompiers, encore moins quand elle est toute neuve. La caserne 64 est le fruit de la reconversion de l'ancien BMR à Grande-Rivière. TVRP a eu accès au bâtiment en compagnie du maire, M. Gino Cyr, visiblement fier du résultat, et de M. Luc Lebreu, directeur des services de sécurité incendie, également heureux de nous faire le tour du propriétaire. Il y a la section contaminée, camions, réparations, équipements, etc., et la section administrative avec différents bureaux, cuisines et salles de conférence. Un édifice qui a permis de rapatrier en un seul lieu les multiples équipements qui étaient éparpillés ici et là dans la municipalité. Le service incendie de Grande-Rivière compte 29 pompiers et avis aux intéressés, on recrute. Voici mon reportage. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Luc Lebreu, directeur du service sécurité incendie de la ville de Grande-Rivière. On a visité le bâtiment ici tout à l'heure. Alors, j'ai différentes salles, il y avait des camions de pompiers. Dites-nous à peu près les salles qu'on a visitées et leur utilité. OK. Donc, le bâtiment est divisé en deux sections. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la section contaminée, où est-ce que les camions, les bunkers, les habits des pompiers, où est-ce qu'on fait les réparations, l'entretien. Et tu as le côté administratif, dans lequel il comporte le bureau directeur, le bureau de la prévention, bureau des officiers, la salle de formation, cuisine, salon et une salle de conférence aussi dans le bâtiment. Un bâtiment qui est vraiment à l'avant-garde, j'ai l'impression. Ah, pour nous, oui, effectivement, si on compare avec qu'est-ce qu'on avait Avant, oui, excuse. Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'on avait avant, oui, c'est vraiment bien, puis on a pu rapatrier tous nos équipements qui étaient un peu éparpillés dans la municipalité. Donc, on est tous rendus dans le même bâtiment. Donc, que ce soit les 4 roues, 6 roues, ainsi que motoneige. Donc, on a pu tout remettre au même endroit. Donc, vous devrez être fiers quand même, parce que comme professionnel, ça... On est fiers du bâtiment, puis on est fiers aussi que la municipalité a embarqué dans le projet, parce que ça nous prenait nos en-têtes là, qui puissent nous accompagner là-dedans. Le service incendie, le Grande-Rivière, c'est combien de personnes? C'est une équipe de combien à peu près? Aujourd'hui, on est une équipe de 29 pompiers. 29 pompiers? 29 pompiers. Donc, ça, c'est la centrale. Donc, tour à tour, comment ça marche, là, les surveillances? OK. Bien, ici, il n'y a pas de pompiers 24 heures sur 24. Tout le monde fonctionne sur appel. Okay. Donc, lorsqu'il y a un appel ou une intervention, il peut avoir, selon la période de la journée, période de la semaine, 12 pompiers, 15, 20. Donc, tout dépendamment aussi de la disponibilité des personnes, des pompiers sur le territoire. Dites-moi, c'est justement le territoire que vous couvrez, là, c'est quoi? Grande-Rivière et Sainte-Thérèse. C'est le territoire vous avez une collaboration avec... C'est ça. Juste terminer, une journée de travail d'un pompier, là, c'est quoi, là? Un feu, on appelle, ils viennent ici, ça prend combien de temps à se rendre? C'est quoi les défis de votre métier? Bien, premièrement, le citoyen va appeler le 911. Oui. Lequel l'appel est acheminé au correct, le bureau se trouve à Rimouski. Celui-ci va enclencher le système de communication pour avertir l'ensemble des pompiers, les informer du genre d'appel qu'il peut avoir. Ça peut être un alarme, un accident, un incendie. Ça peut être du sauvetage aussi, comme qu'on a eu dernièrement, donc en milieu isolé. Donc, les gens se dirigent ici, s'habillent et on part avec les véhicules pour se diriger sur la scène pour... circonscrire ou contrôler l'événement. Ça demeure un métier dangereux quand même, je le rappelais. Effectivement, dangereux et aussi, si on relève avec les statistiques, je vais parler juste un peu le volet, c'est que les pompiers sont plus sujets au cancer en raison de la présence de contaminants lorsqu'on intervient sur la scène. De là, l'importance pour nous, les pompiers, de nettoyer nos habits de pompiers régulièrement, idéalement après chaque intervention où ce qu'on a eu à combattre un incendie, porter les appareils respiratoires. Donc, on a les équipements qui sont fournis, mais on doit les porter pour assurer notre santé et sécurité. Merci beaucoup, Monsieur le maire. À vous la parole. C'est tout un bâtiment, il y a de quoi être fier. Vous m'avez déjà dit en entrevue que c'est probablement une des références de l'Est du Québec, ce bâtiment-là.
Bien, c'est sûr, certain que quand on en regarde dans l'Est du Québec, puis tout dernièrement, bien, quand on avait fait l'ouverture officielle dans la présence des ministres, même le maire de Gaspé, M. Daniel Côté, qui est même pompier volontaire, donc il tenait absolument de venir voir le bâtiment, puis effectivement, là, on se le cache pas, là, moi je pense que tout le monde, là, il me fait la remarque pour une municipalité de 3500 qui couvre un territoire, mais c'est sûr qu'on a plusieurs activités, comme vous pouvez voir là, au niveau du secteur des pêches, on est des bâtiments importants. Donc, ce qui est important aussi là, pour le service incendie, pour être efficace, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un bâtiment dans lequel tous les véhicules d'incendie, que ce soit faire des interventions en mer, en forêt, c'est sûr qu'on va y aller aux endroits accessibles. Là, donc, c'est sûr, certain que si, exemple, là, il y a un feu, là, mettons, là, dans un camp qui n'est pas accessible, bien là, c'est un petit peu plus difficile d'accès, mais pour la 95% de la population de Grande-Rivière, on peut dire qu'on est bien desservi par un excellent service d'incendie. Justement, de quoi être fier? Vous avez toute une équipe qui est vigilante. Hein? Bien, écoutez, moi, ce qui est important, c'est qu'on travaille toujours pour l'avancement de la ville, puis avec les projets qui sont sur la table présentement, on voulait s'assurer d'investir dans un bâtiment pour prévoir pour les 50 prochaines années. Je pense que le fait qu'on est en mesure d'acquérir l'ancien BMR, de le convertir là, en terrain incendie, puis en même temps, bien, comme vous pouvez le voir, il y a une belle salle de formation qu'on attend toujours l'ameublement, mais ça va être un endroit qui va nous permettre de donner de la formation directement sur place. Cette salle-là aussi va être utilisée aussi pour d'autres fonctions parce qu'on a souvent soit la Sûreté du Québec ou service là, ambulancier ou des gens qui ont besoin des endroits spécifiques, là, donc bien encadrés. Puis ici, bien, c'est un bâtiment là, comme vous pouvez voir là, au niveau des entrées. Là, tu ne peux pas accéder comme que tu veux. Là, tu fonctionnes par code. Donc, moi, je pense que la population de Grande-Rivière peut être très, très satisfait. Puis souvent, quand on se fait poser aux assurances, qu'est-ce qu'il y en a au niveau incendie, accès à Bonne-Fontaine, bien, je pense que la caserne de Grande-Rivière va être une référence. Donc, j'espère juste que ça va aider aux citoyens d'amoindrir effectivement les coûts d'assurance. Dernière question, c'est ouvert depuis quand, en fait? C'est terminé, là, en fonction depuis quand? Juste terminé, ici? Bien, le bâtiment lui-même, on a débuté ici depuis le 2 décembre qu'on est rentré dans le bâtiment. OK. Donc, une anecdote, on est rentré le 2 décembre. On a convenu qu'à 10 heures, tous les équipements étaient prêts. À 15 heures l'après-midi, on a eu un incendie. Donc, on était prêts. Et je profite de l'occasion. On est toujours en recrutement. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, donc seulement qu'on vous présentez à la caserne ou à l'hôtel de ville. Donc, pour aller chercher votre formulaire, puis par la suite, on va vous rencontrer. Puis, si ça vous convient, on vous engage. C'est fait. Un dernier mot, M. le maire? Oui, mais un dernier mot, c'est juste pour aviser la population. Aujourd'hui, on voulait au moins démontrer visuellement un peu l'intérieur parce qu'on se fait poser beaucoup de questions. Les gens voient de l'extérieur, mais ils n'ont pas accès visuellement à l'intérieur. Mais le directeur nous faisait part que normalement, au mois de février, là, il va y avoir au mois de mai, oui. Au mois de mai, une porte ouverte là, qui va permettre à la population de venir, puis même d'échanger là, avec nos pompiers. Puis je sais que tantôt, Luc a parlé beaucoup de la brigade d'à peu près 29 pompiers. Oui. Mais on a plusieurs officiers aussi ici à Grande-Rivière. Donc ça aussi, là, c'est un plus. Les officiers, c'est? Je vais laisser le directeur vous expliquer c'est quoi la différence entre un officier et un pompier. On va terminer ça avec ça. Allez-y. Bon, pour les officiers, bien, enfin, sur les interventions, c'est eux autres qui prennent charge d'une équipe pour intervenir, diriger les pompiers. Donc, ils s'occupent, qu'est-ce qu'on appelle dans notre langage, de la tactique pour contrôler la situation. Merci, c'était très intéressant. Bravo. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marc Després de TV Métis a rencontré Nathalie Lemieux, la nouvelle présidente de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, alors que l'Union des producteurs agricoles souligne cette année son 100e anniversaire. Madame Lemieux, donc vous êtes la présidente, je pourrais même dire nouvelle présidente, récente du moins, depuis novembre 2023, de l'UPA Bas-Saint-Laurent. Alors, aujourd'hui, donc vous avez participé à cette activité de la Chambre de commerce. Je pense que vous teniez à venir là, directement sur place.
Oui, tout à fait. Je trouve que c'est une très belle initiative que la Chambre de commerce a eue. Cette soirée-là, réseautage, de permettre à ce que le milieu agricole, le milieu bioalimentaire, les élus, les gens, les entrepreneurs de la région, ce maillage-là, c'est hyper important. Puis oui, je tenais vraiment à être présente. Ça a été un oui tout de suite. Et Mondou, c'est un grand territoire là, que l'UPA Bas-Saint-Laurent. Oui, tout à fait. Tu sais, de Bas-Saint-Laurent, c'est les 8 MRC. Donc, vraiment de la Pocatière à les Méchins, dans le fond, la MRC de la Matanie, tout le secteur Matapédia, Témiscouata. Fait que oui, c'est un grand nombre d'entreprises puis un grand territoire. Et au niveau des producteurs, je pense qu'il y a 9 comme secteurs, grosso modo. Bien, c'est comme je vous disais, c'est un double palier au niveau de la fédération. Fait qu'on a vraiment des conseils d'administration dans chacune des MRC qui représentent vraiment la localité. Puis ensuite de ça, on a 9 spécialités. Fait que dans le fond, dans les spécialités, ça inclut nos producteurs au niveau des viandes, au niveau des grains, nos relèves, nos agricultrices. Fait qu'on a 9 conseils d'administration aussi vraiment de spécialités qui s'ajoutent à nous, dans le fond, quand on fait des rencontres au niveau de la fédération. Et au niveau de nos producteurs, agriculteurs, etc., donc on peut dire que c'est pas les défis qui manquent. Non, on a des grands enjeux. On le voit, tantôt j'entendais, on a des enjeux au niveau de notre marge financière. On a des enjeux au niveau de notre commercialisation, au niveau de l'environnement, au niveau de notre protection de territoire agricole aussi. Fait que c'est des gros enjeux. Mais il faut dire aussi que, bon, oui, ce sont des enjeux au Bas-Saint-Laurent, mais c'est des enjeux à la grandeur de la province. Oui, tout à fait, c'est généralisé. Puis, tu sais, tantôt, on en jasait aussi, ça a fait partie des discussions. Tu sais, la politique bioalimentaire, ça aussi, il va falloir que ça soit mis de l'avant-plan. Il va falloir que le secteur agricole ressorte dans cette politique-là, puis qu'il y ait vraiment des outils, puis qu'on en fasse une priorité, là, notre secteur bioalimentaire, oui. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement, lui, vous permet de pouvoir bien vous développer l'agriculture en agroalimentaire au Québec? Bien, je pourrais dire qu'il est quand même d'une bonne écoute, mais on va devoir encore faire un petit pas de plus. Donc, c'est tout le monde qui peut faire sa part là, à ce moment-là? Oui, tout à fait. T'sais, on a besoin vraiment de tous les acteurs, de tous les acteurs autour du secteur. On a besoin que notre société, que nos consommateurs le disent, qui veulent encore des aliments, qui ont besoin des aliments du Québec dans leurs assiettes. Fait que c'est sûr que ça va être vraiment, ça va être ensemble, puis ça va être vraiment toute la société qui vont devoir le mentionner, puis faire avancer la cause agricole. Et l'UPA, bon, fait beaucoup d'accompagnement, mais c'est plus que ça, là. Oui, bien, tu sais, dans le fond, on défend, on promouvoit, on fait nos entreprises agricoles, dans le fond, mais c'est plus que ça, tu sais, on fait de l'accompagnement au niveau des services, on parlait de l'aménagement, l'environnement, au niveau de la prévention, le dossier santé psychologique, au niveau de la formation, puis il y a tout l'aspect concertation avec les gens du milieu aussi, là. C'est ça, on parle de prévention parce que, bon, l'agriculteur, souvent, bon, avec les machines qui font plus de choses, plus petite équipe souvent pour à ce moment-là, l'entrepreneur. Donc, c'est dangereux peut-être justement de tomber au niveau de la santé mentale. Bien, c'est souvent des familles qui travaillent dans le secteur agricole. Fait que c'est sûr que quand on fait face à des défis climatiques, on a vécu des sécheresses, on a vécu des surplus d'eau, on fait face à des enjeux financiers parce que les marges sont moins au rendez-vous. Bien, c'est sûr que, tu sais, ces entrepreneurs-là, ils baignent 7 jours sur 7, sont toujours dans ce milieu-là. Mais c'est plus que juste l'entrepreneur, c'est toute sa famille, c'est tout son réseau autour. Fait que, tu sais, c'est important d'en prendre soin. Et aussi, bien, quand même, l'UPA, c'est pas rien, donc à 100 ans. Donc, ça a été vraiment un monde en évolution là, dans ce centenaire-là. Oui, tout à fait. Tu sais, ça a été des bonnes batailles. Bien, je dis batailles, mais des bons, tu sais, imagés un peu, là, on va se le dire, mais tu sais, ça a été des gros défis, des gros enjeux pour la place de l'agriculture, pour le territoire, entre autres, justement, l'aménagement du territoire, la protéger. Tu sais, on a juste 2 % de nos terres qui sont en agriculture. Fait que, tu sais, c'est important de les protéger, ces zones-là. Fait que, tu sais, ça a fait partie de tous les dossiers de mise en marché, les dossiers de mise en marché collective. Fait que, tu sais, depuis 100 ans, c'est tout ce travail-là qui a été fait. Puis on espère quand même que ça va perdurer dans le temps, là. Puis que ça a valu la peine, tous ces efforts-là. Là. Et il en reste encore beaucoup de travail à faire.
Tout à fait. Et il y a aussi, je pense, un sujet qui préoccupe beaucoup, c'est l'accaparement là, des terres. On veut que nos terres demeurent propriété de gens de chez nous. Oui, tout à fait. Tu sais, on parlait, c'est des familles. On veut que ce soit des gens qui habitent notre territoire, qui aient la possession des terres, qui la cultivent, qui mettent en valeur ce territoire-là. Puis, tu sais, il faut dire que c'est les gens qui viennent, qui vont dans nos écoles, qui vont dans nos dépanneurs, qui vont, tu sais, fait que c'est important, ça, que ça reste. Puis, tu sais, on fait face à ce défi-là. On sait, tu sais, on veut que nos relèves s'établissent davantage. On veut que nos relèves non apparentées viennent s'établir, mais toujours là, on a toujours le défi de la rentabilité, on a toujours le défi des prix d'acquisition. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un gros dossier, mais ça, on a besoin de l'appui vraiment de nos gouvernements pour nous aider aussi au niveau des réglementations à ce niveau-là. Et pour permettre des transfusions d'entreprises aussi, bien, ça devient des montants faramineux souvent où le père cède, mais à des prix ridicules pour le jeune. Bien, tout à fait. Puis, tu sais, on le sait, les programmes de soutien au niveau de la relève agricole, ça fait grand nombre d'années. Il n'y a pas eu de modification au niveau des aides au démarrage et tout. Fait que ça aussi, là, c'est important. Si on y croit puis qu'on se dit que notre société y croit encore, bien, on va avoir besoin d'outils pour les aider, les accompagner à ce qu'ils reprennent la relève puis qu'ils aient le goût, tu sais, qu'ils ne voient pas juste les enjeux que les parents ont vécus, mais qu'ils aient vraiment le goût d'en vivre puis de produire. Et quel est le défi de 2024? Bien, c'est tout ça. On est dans des nombreuses consultations. Fait que, tu sais, la concertation va être très importante. Fait que ça, c'est un des gros mandats qu'on a, c'est d'allier tout le maillage, toute la chaîne, d'être présent, dans le fond, aux consultations, d'être présent auprès de nos producteurs agricoles. Puis c'est sûr que l'aspect mobilisation va être très important. Bien, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Brian Mulroney est décédé le 29 février dernier. Pour l'occasion, on va vous présenter un extrait d'un reportage réalisé par Lydia Duchesne de TVCO qui présente une exposition qui avait lieu à la bibliothèque de la Malbaie. Regardez bien, on retrouve plusieurs photos inédites. Brian Mulroney élu dans Charlevoix, qui était important, une présence importante. Brian Mulroney est, d'après l'historien Christian Harvey, un des 10 plus grands premiers ministres que le Canada ait connus. Il a d'ailleurs beaucoup apporté pour la région de Charlevoix et c'est ce qui fait l'objet de cette exposition à la Malbaie. On est en ordre chronologique dans l'espace ici. Ça serait quoi là, les faits saillants là, qu'on a devant nous? Oui, bien alors on a la victoire le 12 novembre 88. Alors à ce moment-là, il part en autobus de Québec, il arrête à la Malbaie. Une grande présentation. Alors, c'est la seule fois qu'il est venu dans Charlevoix pendant la campagne électorale. Alors, un événement, l'école Félix-Antoine Savard, maintenant qui a cessé d'exister. Oui. Et c'était un grand événement, plusieurs présentations. Candidat en 84 dans Manicouagan, il est élu dans Charlevoix suite à la réforme de la carte électorale de 88, avec une victoire éclatante de tout près de 30 000 voix de majorité. Alors, on voit quand même beaucoup d'engouement, les gens étaient présents, il y avait une fièvre, là, on sentait quand même la victoire. Ici, c'est l'inauguration de son bureau de comté. Alors, c'est la première fois qu'il est venu après sa victoire, le 8 mai 89. Alors, beaucoup de gens... Qui était à la Malbaie, là. Oui, qui était à la Malbaie, où maintenant c'est la boutique La Source, là. On connaît un peu le bâtiment, là. C'était un événement important qui avait rencontré les élus de l'époque, qui était la première rencontre. Contrairement à la tendance plus industrielle de l'époque, Mulroney a beaucoup apporté sur les plans environnementaux et culturels. Alors, c'était le début, la réserve mondiale de la biosphère qui avait été inaugurée. On a fait un panneau à cette époque-là, en 89. Okay. Alors, marqué, lui, on dit que ça a été l'un des premiers ministres canadiens les plus verts, là, qui a vraiment des politiques qui ont marqué vraiment le développement écologique. Qui devait être avant-gardiste pour l'époque. Oui, très avant-gardiste, là.
Beaucoup de politiques nouvelles, comme le libre-échange, qui est vraiment un élément majeur. On doit ça à Brian Mulroney, les tentatives de Lac-Meech, de Charlottetown, l'introduction de la TPS, bon, la lutte contre l'apartheid, qui était une position très, très forte de Brian Mulroney. En 1993, on parle d'environ 100 millions de dollars qui ont été investis dans la région de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord. Il y avait évidemment beaucoup de choses à faire. Il ne venait pas à chaque semaine dans la région. Mais quand on voit, bon, par exemple, les 4 grands projets qui ont été appuyés par M. Mulroney, bon, on parle de la construction du musée de Charlevoix actuel, alors du centre d'exposition, maintenant le musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. On parle également des premières remontées mécaniques au massif de Petite-Rivière-Saint-François et la salle de concert au domaine Forgette. Alors, c'est 4 institutions touristiques et culturelles de Charlevoix très importantes. Alors, ces projets-là n'auraient jamais pu vraiment se concrétiser sans l'apport financier du gouvernement fédéral. Et c'est beaucoup la présence de Brian Mulroney qui ont rendu possible ces projets-là. Alors, il participe beaucoup des activités culturelles, bon, le symposium de Baie-Saint-Paul. On connaît Saint-Aubin. Il sera également au domaine Forgette, là, qui était beaucoup à la recherche de construire un bâtiment, une salle de concert à l'époque. Alors ici, il est justement avec le président de l'époque, qui était Martial Asselin, qui est devenu lieutenant-gouverneur par la suite. Là. On le voit avec sa famille, Mila et tous ses enfants, et Caroline également, qui est devenue ministre actuellement en Ontario. Souvent présent dans Charlevoix, notamment lors de la Saint-Jean-Baptiste, c'est aussi ici qu'il vit une grande déception dans sa carrière. Le 24 juin 90, c'est la mort du Lac-Meech, et il était à la maison Gabriel Roy à Petite-Rivière-Saint-François. Un grand événement, il avait mis beaucoup d'efforts à faire passer l'accord du Lac-Meech, qui donne un statut particulier au Québec, et malheureusement, son projet est tombé à l'eau, alors il était dans Charlevoix à ce moment-là. Malgré les reproches de patronage venant de l'opposition ou les scandales de pots de vin qui ont marqué la fin de sa carrière politique, la Société d'histoire veille plutôt à mettre de l'avant l'audace et les bons coups de Mulroney. Ce numéro-là, cette exposition-là, ça permet de faire un tour complet, de dire, bon, c'était quand même important. Moi, je dis beaucoup avec Rodolphe Forget, probablement c'était un des députés de Charlevoix sur la scène fédérale qui ont eu la plus grande importance au niveau des projets qui ont été emmenés dans le milieu. Alors, un moment important, justement, l'inauguration du centre d'exposition à Baie-Saint-Paul, tout près de 2 millions de dollars qui avaient été donnés par Mulroney. Alors, le magnifique bâtiment dessiné par Pierre Thibault. Là, oui, qui est maintenant le musée d'art contemporain. Musée d'art contemporain, exactement. Alors, belle aide. Qui était une récupération du cinéma. Absolument. On a récupéré le type de présentation. Évidemment, une architecture reconnaissable entre toutes maintenant. On avait donné des projets, par exemple, à l'hippodrome La Vallée, à Saint-Aimé-des-Lacs, et l'inauguration du musée de Charlevoix qui avait été importante. On reconnaît Dr. Dupuis, un certain Paul Desmarais qui était là à l'époque, toujours présent, un ami proche d'ailleurs de Mulroney. Hein. Il allait souvent le visiter sur le boulevard des Falaises pendant l'été. Alors, c'est un personnage important. La revue présente les hauts et les bas de la carrière de Mulroney, ainsi que l'histoire du comté électoral fédéral de Charlevoix jusqu'à aujourd'hui. Alors, bon, sa dernière visite dans Charlevoix, le 6 juin 1993, fait intéressant, c'est Caroline Desbiens qui chantait à cette occasion-là, qui est maintenant la députée de Charlevoix. Alors, ça fait un lien à travers ça boucle la boucle. Ah, exactement. Le numéro 106 de la revue d'histoire de Charlevoix est disponible sur le site de la Société d'histoire. Véronique Lévesque de la Télévision du Littoral s'est entretenue avec les jeunes gagnants de la finale locale de secondaire en spectacle à Forestville. Secondaire en spectacle représente ce que les jeunes ont de plus beau à offrir: créativité, enthousiasme et dynamisme. Il vise à développer chez les jeunes des écoles secondaires la pratique d'activités artistiques et culturelles. Que ce soit à l'animation ou en tant qu'artiste, les élèves qui participent à Secondaire en spectacle ressortent tous gagnants de leur aventure. Au fil de l'année, leur talent, leur capacité et leur créativité se révèlent. La finale locale de la Polyvalente des Rivières a eu lieu jeudi le 22 février dernier au Pavillon des Arts de Forestville. Fabrice Charret, qui a interprété au piano Burnout Fugue d'Alexandra Streliski, a été le grand gagnant de cette édition. Nicolas Perron, avec la chanson « Je suis malade » de Serge Lama, est arrivé en deuxième position. Raphaël Dupuis-Suroît remporte le prix Coup de cœur avec sa propre création qui porte le nom « Le talent qui m'est ancré ». Nous avons rencontré les 3 participants pour discuter de leur expérience. J'ai vraiment aimé ça. C'est probablement ma meilleure expérience dans ma vie.
Puis ça faisait plusieurs années que je voyais le monde qui allait à secondaire en spectacle. Puis je comprenais pas trop c'est quoi qu'il y avait de si le fun à faire secondaire en spectacle. C'était très le fun. Comme Fabrice l'a dit, on a fait un bon show. Je pense que c'était le fun pour le public aussi. Puis je pense que c'est ça l'important, avoir donné le meilleur de nous-mêmes, puis pouvoir faire un bon show. Oui, c'est ça. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant, moi j'avais du talent avant ta peau. Comme à chaque année, c'est toujours un événement magique. Honnêtement, je peux pas rêver mieux parce que moi, j'adore la scène. C'est vraiment une expérience que tout le monde devrait essayer au moins une fois dans leur vie. Et c'est ça, être le coup de cœur du public, c'est vraiment un honneur. Bonjour, je sais pas comment me présenter. Qu'est-ce que je dois vous montrer? De quoi je dois vous parler? Comment pourrais-je arriver à vous intéresser? Un numéro chanté? Un numéro dansé? Non. Pour moi, c'est pas assez. J'aurais jamais pu deviner que ça pouvait être aussi dur de plus que se présenter. De vous parler, de vous raconter de ce qui peut se passer dans ma tête, dans mes pensées. Comme Barbara Pravi l'a si bien dit, voilà qui je suis, mise à nu, c'est fini. Quand je veux m'exprimer, je reste bloqué, paralysé, ensorcelé. C'est en écrivant que j'arrive à me libérer. Fabrice, Nicolas et Raphaël se rendront donc au Havre-Saint-Pierre pour la finale régionale qui se déroulera le 5 et 6 avril prochain. C'était Véronique Lévesque pour la Télévision du Littoral. Avec la sculpture éphémère La Bébite sur glace, la Fondation de la rivière Bonaventure a trouvé un moyen original de financement. Valérie Pinault de Télévague. Bonjour, M. Arbault. Bonjour. La Fondation de la rivière Bonaventure, ça a commencé comment, ça? Oui, la fondation a été mise en place l'été dernier. Okay. Alors, on a inauguré cette nouvelle fondation au mois de juin. La Fondation Rivière Bonaventure a pour objectif la préservation de la rivière Bonaventure de différents moyens sur toutes sortes d'aspects. Prévention, sensibilisation et information sur comment s'assurer de préserver la rivière le plus intègre possible pour les générations futures. Alors, c'est un peu le but de la Fondation. Parlez-moi donc de votre première activité de financement pour la Fondation. Bien, comme vous voyez, on est ici sur la rivière Bonaventure aujourd'hui, près du pont du Rapide-Plat, qui est le long de la route qui donne accès à Saint-Elzéar. Alors, on a commencé notre campagne de financement 2024 par un événement plutôt particulier, qui est l'installation d'une sculpture, qu'on dit sculpture éphémère. Elle est faite en bois de mer qui va se disloquer et partir avec le départ des glaces, quelque part en mars-avril, comme on le prévoit. On l'appelle la bibite. La bibite sur les glaces, ici, sert de prétexte, disons, à ce que les gens puissent miser ou parier sur le départ des glaces. Okay. Alors, quelque part entre le 10 mars et le 30 avril, ces dates-là, les gens peuvent aller sur notre site web, qui est fondationrivierebonaventure.org. Okay. Et sur le site, on peut miser une date on fait une prédiction sur le départ des glaces à une telle date. Et à ce moment-là, les personnes qui auront misé sur cette date-là, si les glaces partent à ce moment-là, on tire au sort un gagnant. C'est sur le principe des tirages 50-50. Alors, il y a un gagnant qui se mérite la moitié du montant accumulé. Il y aura aussi des billets de façon manuelle, mais c'est vraiment le plus rapide et le plus facile de miser, c'est sur le site Internet. Ça vient d'où, l'idée de la bébite? Bien, justement, c'était déjà en place sur la rivière Matapédia. Okay. Il y a un M. Pierre Damour qui était ici ce matin, qui a transporté son idée ici pour la Fondation Rivière Bonaventure.
Et ça fait déjà 8 ans que c'est installé sur la rivière Matapédia à chaque année pour les organismes du milieu là-bas. Pour cette année, on voulait être vraiment tout de suite concret. Alors, les fonds de l'activité comme telle vont servir à une campagne de sensibilisation. On va, durant l'été prochain et surtout 2025, on va mettre en place une campagne de sensibilisation pour les propriétaires riverains. Leur amener de l'information, des renseignements sur la façon de protéger leurs berges, de revégétaliser, c'est-à-dire de planter arbres et arbustes devant leur propriété. On a vérifié récemment dans les statistiques qu'il y a près de 310 bâtiments présentement le long de la rivière Bonaventure. Fait qu'il y a cette étape-là qu'on veut qu'il soit à moyen terme, on ne veut pas aller trop loin avec ça. Sensibiliser, informer, les propriétaires riverains. C'est le prochain mandat de la Fondation. On va le faire en collaboration avec d'autres organismes, mais c'est ce qu'on vise à court terme avec les fonds de cette activité de financement. Okay. Mais justement, avec les changements climatiques de plus en plus présents, est-ce que vous avez vu des conséquences directes déjà sur la rivière Bonaventure? Oui, bien sûr. Bien, juste une anecdote, puis peut-être que les gens l'ont remarqué. Cette sculpture-là est faite en bois de mer. Bien, on est allé récupérer ce bois de mer-là dans la digue de pierre, digue de roche qui est à la Marina, Bonaventure, près du fort. Il y en avait plein d'arbres. On a plus de tempêtes, il y a beaucoup plus d'arbres qui descendent les rivières à la Bonaventure, mais les autres rivières aussi de la région. On remarque qu'il y a énormément d'érosion. Elle est plus importante, l'érosion. Pourquoi? Parce que les crues sont plus importantes, les crues extrêmes, les événements climatiques extrêmes sont plus importants qu'avant. Alors, ça amène des problématiques, on les remarque, effectivement. Il y a des moyens, il y a toutes sortes de moyens de le faire, mais que les propriétaires riverains soient conscients que chacun a sa part à faire, c'est un élément là, de la solution. Merci beaucoup, M. Arbault. Ça me fait plaisir. Chantal Bédard de CSUR.TV a participé à l'événement Feu et Flocons à Vaudreuil-Dorion et nous a préparé un reportage tout en couleurs. C'est sous une pleine lune éclatante que s'est déroulé le 24 février dernier au parc de la Maison Valois à Vaudreuil-Dorion l'événement Feu et Flocons. Ça fait quand même plusieurs éditions. Pourquoi que la Ville remet Feu Flocon? Bien, on tente d'offrir une programmation de 4 saisons aux citoyens. L'hiver, on a beaucoup de programmation, puis on essaie d'avoir un événement fort qui permet aux gens de venir s'amuser et de découvrir différentes installations à Vaudreuil-Dorion. Combien de personnes, là, ce soir? Bien, en ce moment, on estime entre 3 et 4 000. Puis comme je disais, il reste encore un bon 45 minutes pour rentrer, donc on sait qu'avant le feu d'artifice, il y a toujours un achalandage important aussi. En tout cas, il fait peut-être froid, mais les gens y ont chaud. Est-ce que Vincent Bastien y danse? Vincent Bastien, il danse. On y va? On s'attend à quoi ce soir comme prestation? Ce soir, on s'attend à du électro, du techno, du gros house, mais parsemé de throwback, parsemé de plus du disco, années 70, années 80. On va retourner un peu là-dedans, on va revenir dans l'actuel, on va se promener un peu dans tous les genres. Je te dirais que mon style à moi, c'est pas tant le musical, c'est plus vraiment l'ambiance puis de mettre le party dans la place. J'aime quand le monde bouge, quand le monde danse, autant du vieux que du nouveau, du pop, du EDM, ça va être un peu de tout. Près de 3700 personnes ont dansé sous la direction des DJ Adrien Tosti et Tizi sur le toit du Mixbus Studio. Danny Bérubé de CTB-TV était à la 29e édition du championnat NORAM qui se déroulait à Saint-Gabriel et qui réunissait plus de 400 jeunes athlètes, parmi lesquels nos futurs champions. Du 24 au 26 février dernier avait lieu la 29e édition du championnat jeunesse NORAM au sentier Brandon de Saint-Gabriel.
Plus de 400 jeunes venus de différentes provinces ont participé à la prestigieuse course de ski de fond des catégories M14 et M12 pour les jeunes de 10 à 13 ans. Pour nous parler de cet événement, j'ai rencontré M. Daniel Belrose, chef de compétition, et M. François Richard, président de NORAM. M. Belrose, bonjour. Expliquez-nous l'historique de cette fameuse compétition. L'origine de cette compétition vient du fait qu'à l'époque, les athlètes qu'on appelait les midgets, donc les 13-14 ans, participaient au Coupe Québec et le Ski de fond Québec a décidé de retirer ce groupe d'âge et le Club des filles a créé une compétition spécifiquement pour eux. Et on a par la suite ajouté les 10 ans, 11 ans. On se retrouve avec des athlètes de 10, 11, 12 et 13 ans. Donc c'est une compétition spécifiquement pour eux autres qui a été créée en 1994. Ça fait quand même plus de 29 ans, vous dites? C'est la 29e année cette année. L'an prochain, on va fêter notre 30e édition. Le Club des filles est très fier de ça. C'est de plus en plus populaire. On a beaucoup de participants chaque année qui viennent de partout. Et est-ce que ça se passe seulement qu'ici à Saint-Gabriel? Oui, le Ski de fond Québec donne l'organisation de ce championnat au Club des filles depuis 29 ans. C'est le Club des filles qui l'a créé, puis d'année en année, on a ajouté des éléments nouveaux ça fait en sorte que le championnat maintenant est très prisé par ce groupe d'âge d'athlètes. C'est comme leur compétition la plus importante de l'année. Monsieur François Richard, qui est président du comité d'organisation, parlez-nous de cet événement qui a lieu en fin de semaine. Alors d'abord, ça s'appelle le championnat jeunesse NORAM. NORAM, c'était pour anciennement Nord-Américain, c'est encore vrai. On accueillait à l'époque des équipes aussi des États-Unis, mais depuis quelques années avec la pandémie, c'est moins attirant pour aller aux États-Unis puis les attirer. On attire des jeunes qui viennent de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse cette année. On a 21 clubs qui se sont inscrits pour un total de 410 athlètes qui arrivent avec des entraîneurs et des accompagnateurs. Ils sont 100. Alors, on accueille pendant 3 jours à l'école secondaire Thérèse Martin plus de 500 personnes. Et on les loge pendant du vendredi soir au lundi. Alors, c'est 3 repas par jour, couchés dans des classes à l'école secondaire. C'est des catégories d'âge de 10 ans à 13 ans. Et les compétitions durent 3 jours. En ski de fond, on a 2 styles. On a le style libre, qui n'est pas de patin. Alors, on a fait ça samedi. Le dimanche, c'était le style classique, le pas alternatif. Et aujourd'hui, c'est aussi une petite compétition, c'est du relais par équipe. C'est beaucoup plus festif, vous allez voir, les jeunes sont costumés. Alors, c'est une course à relais de 6 fois 1 km. Les autres journées, habituellement, c'est dépendamment des catégories d'âge, 3 km, 6 km, ça dépend de l'âge. Qu'est-ce que c'est exactement le Club Défi? Alors, le Club Défi, c'est le club hôte. Défi, c'est un sport-études maintenant appelé Développement Élite. C'est Thérèse Martin. C'est un groupe de Thérèse Martin qui font leur scolarisation de secondaire. Cette année, ils sont 12 jeunes du secondaire 1 au secondaire 5. Il y en a 6 qui participent à la NORAM parce qu'ils ont l'âge pour les catégories NORAM. Mais sinon, c'est une toute petite équipe avec beaucoup de bénévoles par an pour soutenir ce club-là et soutenir la NORAM. On fait appel à plus de 100 bénévoles. Alors, une prochaine année, on pourra peut-être faire appel à vous pour que vous joigniez comme bénévole. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à la prochaine.